Chapitre 24. Le voyage du coracle. Il faisait grand jour quand je m'éveillai et me trouvai en train de voguer à l'extrémité sud-ouest de l'île au trésor. Le soleil déjà levé m'était encore caché par l'énorme masse de la Longue-Vue qui, de ce côté, descendait presque jusqu'à la mer en formidable falaise. Près de moi se dressait le cap Isla-Bouline et la colline du Mât d'Artimon. L'un était entouré de falaises de 40 à 50 pieds de haut et bordé de grosses masses de rocs éboulés. L'autre était nu et noirâtre. Comme un quart de mille à peine me séparait du rivage, je songeai tout d'abord à pagayer vers la terre et à débarquer. J'eus tôt fait de renoncer à cette idée. De grosses lames déferlaient en mugissant parmi les rocs éboulés. De lourdes gerbes d'embrun jaillissaient et retombaient de seconde en seconde avec un bruit retentissant. Je compris que, si je m'aventurais plus près, ou bien je serais fracassé contre cette côte sauvage, ou bien je m'épuiserais en vains efforts pour escalader ces falaises en surplomb. En outre, je voyais, rampant en groupe sur des roches plates ou se laissant tomber dans la mer avec fracas, d'énormes monstres visqueux semblables à des limaces d'une taille incroyable. Il y en avait 50 ou 60 et leurs aboiements faisaient retentir les échos. J'ai su depuis que j'avais eu affaire à des lions marins, animaux absolument inoffensifs, mais leur présence ajoutée à l'aspect rébarbatif du rivage et à la violence du ressac fut plus que suffisante pour m'ôter toute envie d'aborder à cet endroit. Je préférais mourir de faim en mer qu'affronter de tels périls. Cependant, j'estimais avoir devant moi un meilleur lieu de débarquement. Au nord du cap Isla-Bouline, la terre s'avance très loin dans les flots, laissant à découvert, à marée basse, une longue bande de sable jaune. Plus au nord encore se trouve un autre cap, portant sur la carte le nom de Cap des Bois, couvert de grands pins verdoyants qui descendent jusqu'au bord de l'eau. Je me rappelais ce que m'avait dit Silver sur le courant qui portait au nord tout le long de la côte ouest de l'île au trésor. Ayant pu constater d'après ma position que je me trouvais déjà soumis à son influence, je préférais laisser derrière moi le cap Isla-Bouline et réserver mes forces pour tenter d'aborder sur le cap des Bois à l'aspect moins rébarbatif. Une longue houle calme parcourait la mer. Une douce brise soufflant régulièrement du sud ne contrariait pas le courant. C'est pourquoi les vagues s'élevaient et retombaient sans se briser. Et s'il en avait été autrement, je n'aurais pas manqué de périr noyé. Mais en l'occurrence, mon léger petit bateau voguait avec une aisance et une sûreté surprenantes. Souvent, tandis que, étendu sans bouger au fond de l'embarcation, je risquais timidement un œil par-dessus le plat-bord, je voyais une énorme montagne bleue s'ériger au-dessus de moi. Pourtant, le coracle bondissait avec souplesse, dansait comme sur des ressorts, puis retombait dans le creux de la vague, aussi léger qu'un oiseau. Je ne tardai pas à m'enhardir et je me redressai pour me mettre à pagayer. Mais le moindre changement dans la répartition du poids produit des changements brutaux dans le comportement d'un coracle. À peine avais-je bougé que le bateau, abandonnant son gracieux mouvement de danse, glissa vivement le long d'une pente liquide si raide que j'en eus le vertige. Puis, au milieu d'une grande gerbe d'écume, il piqua droit dans le flanc de la vague suivante. Trempé et terrifié, je repris aussitôt ma première position. Là-dessus, le coracle, redevenant raisonnable, me conduisit aussi doucement qu'auparavant au milieu des lames. De toute évidence, il ne fallait pas le contrarier, et à cette allure, puisque je ne pouvais absolument pas modifier sa route, quel espoir me restait-il d'atteindre le rivage ? En dépit de mon horrible frayeur, je gardai toute ma tête. D'abord, avec d'infinies précautions, j'écopais peu à peu le coracle au moyen de mon bonnet de marin. Ensuite, risquant à nouveau un œil par-dessus le plat-bord, je me mis à observer comment mon esquif parvenait à glisser si aisément sur les flots. Je découvris que chaque vague, qui vue de la terre ou du pont d'un navire, présente l'aspect d'une grosse montagne lisse et luisante, est en réalité exactement semblable à une chaîne de montagnes terrestres, avec ses pics, ses plateaux et ses vallées. Le coracle livra lui-même, roulant d'un bord sur l'autre, se faufilait pour ainsi dire à travers les régions les plus basses, évitant les pentes raides et les sommets croulants de la vague. Ma foi, me dis-je, il est évident que je dois rester où je suis afin de ne pas rompre l'équilibre. Mais il est non moins évident que je peux passer la pagaie par-dessus bord et, de temps à autre, dans les endroits les plus calmes, en donner quelques coups pour pousser le bateau vers la terre. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Couché au fond de mon embarcation, appuyé sur les coudes, je me mis à donner 2 ou 3 légers coups de pagaie quand l'occasion se présentait, pour orienter la proue en direction du rivage. C'était un travail très lent et très pénible, mais je gagnais visiblement du terrain.
En approchant du cap des Bois, je constatai que si je devais inévitablement manquer cette pointe, j'avais pourtant gagné une centaine de yards vers l'est. En vérité, je me trouvais très près de la terre. Je voyais les cimes des arbres, fraîches et verdoyantes, se balancer au souffle de la brise et je me sentis sûre d'atteindre le promontoire suivant. Il était grand temps, car la soif commençait à me torturer. L'éclat du soleil dans le ciel et ses innombrables reflets sur les vagues, l'eau qui tombait et séchait sur moi, enduisant mes lèvres même d'une pellicule de sel, se liguaient pour me brûler la gorge et m'endolorir le cerveau. La vue des arbres si proches m'avait fait éprouver un désir presque douloureux, mais le courant eut vite fait de m'entraîner au-delà de la pointe. Lorsqu'une nouvelle étendue d'eau m'apparut, je vis un spectacle qui changea le cours de mes pensées. L'Hispaniola voguait sur les flots, à moins d'un demi-mille, droit devant moi. Naturellement, j'étais sûre d'être fait prisonnier, mais je souffrais tellement de la soif que je ne savais trop si cette perspective m'affligeait ou me réjouissait. Bien avant d'en arriver à une conclusion sur ce point, j'éprouvais une telle surprise que je me contentais d'ouvrir de grands yeux, d'un air complètement abasourdi. La goélette naviguait sous sa grande voile et ses 2 focs. La belle toile blanche brillait au soleil comme de l'argent ou de la neige. Lorsque mes yeux se posèrent sur elle pour la première fois, toutes ces voiles portaient, et elle se dirigeait vers le nord-ouest, d'où je conclus que les 2 hommes à bord avaient entrepris de faire le tour de l'île pour regagner le mouillage. Mais bientôt, le navire se mit à obliquer vers l'ouest, de sorte que je ne pus croire que les pirates m'avaient aperçu et s'apprêtaient à me donner la chasse. Finalement, elle tomba en plein dans le lit du vent, fut rejetée en arrière et s'immobilisa pendant un moment, les voiles frémissantes. « Quels maladroits, me dis-je. Ils doivent être encore ivres-morts. » Et je songeais à la façon dont le capitaine Smollett les aurait secoués. La goélette abatta peu à peu, entama une nouvelle bordée, fila rapidement pendant 2 ou 3 minutes, puis s'arrêta net une fois encore en plein dans le lit du vent. Cette manœuvre se renouvela à plusieurs reprises. De ci de là, en avant, en arrière, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, l'Hispaniola naviguait par brusques élans, chaque bordée se terminant comme elle avait commencé, voile battante. Je compris que personne ne gouvernait. Mais dans ce cas, où se trouvaient les hommes ? Ou bien ils étaient ivres-morts, ou bien ils avaient abandonné le navire. Dans l'un et l'autre cas, je songeais que, si je pouvais monter à bord, je parviendrais peut-être à rendre l'Hispaniola à son capitaine. Le courant entraînait vers le sud à une même allure le coracle et la goélette. Mais cette dernière naviguait de façon si désordonnée, si intermittente, et restait si souvent bloquée dans le lit du vent qu'elle perdait plutôt qu'elle ne gagnait sur moi. Si seulement j'osais m'asseoir et pagayer, j'étais certain de pouvoir la rattraper. Ce projet avait un caractère aventureux qui ranima mes forces, et la pensée du baril de galère près du capot avant redoubla mon courage. M'étant redressé, je fus salué presque aussitôt par une gerbe d'embrun. Mais cette fois, je persistai dans ma résolution, et j'entrepris avec toute la vigueur et la prudence dont j'étais capable de pagayer à la poursuite de l'Hispaniola en dérive. À un certain moment, j'embarquai un paquet de mer si violent que je dus m'arrêter pour écoper, le cœur battant à tout rompre. Puis peu à peu, je m'habituai à la manœuvre de mon esquif et je le guidai au milieu des vagues sans autre inconvénient qu'un choc brutal contre l'avant et un jet d'écume en plein visage de temps à autre. À présent, je gagnai rapidement sur la goélette. Je pouvais voir briller les cuivres de la barre du gouvernail, cognant de côté et d'autre, mais pas une âme ne se montrait sur le pont. Il me fallait donc supposer que le navire était abandonné. Sinon, les hommes ivres-morts dormaient en bas. Dans ce cas, peut-être pourrais-je les emprisonner en condamnant les panneaux et disposer ensuite du bâtiment comme il me plairait. Depuis un bon moment, l'Hispaniola s'était comportée d'une façon extrêmement fâcheuse pour moi. Elle avait le cap presque en plein sud, mais sans jamais cesser naturellement de faire des embardées. Chaque fois qu'elle abattait, ses voiles se gonflaient à demi, ce qui l'emmenait aussitôt droit dans le vent. J'ai dit que c'était là une chose extrêmement fâcheuse pour moi. En effet, la goélette avait beau sembler réduite à l'impuissance, avec ses voiles claquant comme des coups de canon et ses poulies roulant et cognant contre le pont, elle n'en continuait pas moins à s'éloigner de moi, non seulement à cause de la vitesse du courant, mais encore sous l'effet de sa dérive qui était considérable. Enfin, la chance me favorisa. Pendant quelques secondes, la brise tomba presque complètement, et poussée peu à peu par le courant, l'Hispaniola tourna lentement sur son axe, de manière à me présenter sa poupe. La fenêtre de la cabine était encore grande ouverte. La lampe brûlait toujours sur la table. La grand-voile pendait mollement comme un drapeau. Sans le courant, le navire serait resté parfaitement immobile. Pendant les derniers instants,
J'avais perdu du terrain, mais à présent, redoublant d'efforts, je commençai de nouveau à rattraper la fugitive. Je me trouvais à 100 mètres à peine de ma proie quand il eut un coup de vent soudain. Les voiles s'enflèrent alors que le bateau était bâbord à mur, et il fila de nouveau sur la mer, penché sur le flanc, rasant l'eau comme une hirondelle. Je commençai par m'abandonner au désespoir pour me livrer presque aussitôt à des transports de joie. La goélette vira lentement jusqu'à me présenter son travers. Ensuite, continuant à tourner, elle couvrit la moitié, puis les 2/3, puis les 3/4 de la distance qui nous séparait. Les vagues crétées de blanc bouillonnaient sous son brillon. Vue du fond de mon coracle, elle me parut d'une hauteur démesurée. Alors, brusquement, je commençai à comprendre la situation. Je n'eus guère le temps de penser, j'eus à peine le temps d'agir et de me sauver. Je me trouvais au faîte d'une lame quand la goélette dévala du haut de la lame suivante. J'aperçus le beaupré juste au-dessus de ma tête. Je me dressai aussitôt et sautai en l'air, envoyant le coracle sous l'eau d'un coup de pied. J'empoignai le bout dehors d'une main, tandis que mon pied se logeait entre l'étai et le bras. Comme j'étais encore cramponné là, tout haletant, un coup sourd m'apprit que la goélette venait de heurter et de broyer le coracle. Désormais, je me trouvais sur l'Hispaniola, sans possibilité de retraite.